Donc, dans ce workshop, comme son nom l'indique, il est dédié donc, au sujet de l'offre régionale et projets générateurs de croissance. Nous allons parler essentiellement de partenariat public-privé. Nous allons parler également du partenariat en tant qu'outil, en tant que levier de financement pour tirer la croissance vers le haut. Aujourd'hui, les contraintes auxquelles font face donc les finances publiques, ce sont des contraintes qui sont connues par tout le monde et je crois qu'il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Aujourd'hui, le budget qui est réservé, s'il vous plaît, on prend siège, s'il vous plaît, on commence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, le budget qui est consacré à l'investissement, le fameux titre 2, donc il se réduit comme une peau de chagrin d'une année à l'autre. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à 20% uniquement. Et en contrepartie, nous enregistrons l'accroissement donc, des autres rubriques du budget de l'État, en l'occurrence la partie qui est réservée au service de la dette, les dépenses publiques et la caisse de compensation. Donc ces contraintes au niveau des finances publiques vont continuer pour quelques années. Donc nous allons vivre des années de vaches maigres encore. C'est pour cette raison que nous avons besoin, l'État a besoin essentiellement et fondamentalement de nouveaux leviers, de nouvelles locomotives pour booster, pour renforcer donc, le financement et tirer la croissance par le haut. C'est pour cette raison, aujourd'hui, donc le partenariat public-privé se présente comme une alternative et un levier qui peut fournir donc, des sources de financement pour les projets. Donc aujourd'hui, nous avons en plus de Monsieur le secrétaire d'État 6 panélistes qui ont de l'expérience sur ces sujets-là. Donc ils vont nous éclairer par leur expérience et partager leur expérience avec vous sur les aspects qui sont attachés à cette problématique-là. Donc je vais commencer par céder la parole d'abord à Monsieur le secrétaire d'État pour son introduction introductive et nous allons passer aux panélistes tout à l'heure. Merci. Quel temps regarder, c'est mieux, ouais, c'est plus simple. Okay. Merci, c'est Kamel. Bonjour tout le monde. Donc, soyez les bienvenus à ce forum. Bonjour. Donc, bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais vous remercier pour assister à ce panel. Je voudrais aussi remercier donc, tous les panélistes qui ont bien accepté d'être parmi nous aujourd'hui. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important, à savoir l'offre régionale et le partenariat public-privé. Pour introduire le sujet, donc, je vais peut-être aborder 4 parties. Je vais faire un constat sur l'état des lieux. L'objectif de ce gouvernement et nos objectifs pour atteindre donc, les objectifs donc, tracés, le potentiel de notre pays et en fait quels sont les mécanismes à mettre en place pour justement réussir dans cette offre régionale à travers le PPP. Donc le constat, malgré un rythme de croissance relativement soutenu de l'ordre de 5% avant la Révolution, donc nous n'avons pas réussi à avoir un développement équilibré et un développement global. Vous savez très bien que les insuffisances réalisées, surtout en matière de développement dans les régions, a été l'une des origines et l'une des raisons de la Révolution. Quelles sont les défaillances? Donc d'abord, parce que les plans de développement ont plutôt axé donc, les investissements vers les régions côtières, et puis on n'a pas peut-être abordé une approche globale donc, de ces régions-là. Comme constat, donc, je peux dire que il y a donc un certain retard de développement dans les régions, quelques indications. Donc il y a une activité économique très peu dynamique et donc concentrée généralement sur quelques activités spécifiques, à savoir les activités qui peut-être sont en relation avec les spécificités des régions. Par exemple, je prends le cas de Kasserine pour les pâtes de papier, etc. Donc, à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres projets de développement. Des taux de chômage et des niveaux de pauvreté relativement plus élevés.
par rapport aux régions donc, donc le littoral, un potentiel de croissance et développement généralement insuffisamment valorisé, un déficit en matière d'investissement public, particulièrement dans les domaines en rapport avec l'environnement des affaires. Donc l'infrastructure, elle est vraiment à un niveau très bas. L'éthique aussi ne sont pas aussi développées que, donc sur la côte. Aussi les ressources humaines, puisque les meilleurs centres de formation qui sont équipés sont plutôt dans les régions côtières. Une faible présence du secteur privé et un nombre réduit d'entreprises. Donc, d'où leur contribution limitée au développement de ces zones. C'est ainsi que le nombre d'entreprises ayant plus de 10 employés rapportés à 1000 habitants était de 0,5 pour la région du sud-est, de 0,37 pour la région du sud-ouest, de 0,24 pour le nord-ouest et donc de 0,18 pour le centre-ouest, contre une moyenne nationale de 1,17%. Donc cela montre justement et de création d'entreprises. Maintenant, pour l'objectif et la stratégie à adopter, les disparités régionales demeurent un souci majeur de la politique économique. Leur réduction constitue un défi pour la Tunisie et devait désormais passer davantage par une mobilisation locale des ressources, par une redistribution des revenus, par une bonne gouvernance régionale et locale efficiente et transparente, et par une participation active de la société civile dans le processus de la planification et de programmation. Le modèle de développement régional à pourvoir doit assurer un développement durable tenant compte des pressions sur les ressources naturelles et le droit des générations futures, équitable et inclusif, qui tient des besoins spécifiques des populations, des plus vulnérables, et ce pour répondre aux objectifs de la révolution et aux attentes des jeunes qui ont été à l'origine de cette révolution. Le développement des chaînes de valeur locales, des potentialités régionales, humaines et naturelles, constitue la clé de voûte de la politique de développement régional. On parle maintenant de filières économiques régionales qu'on essaie de développer et d'identifier afin d'offrir toutes les conditions pour réussir un niveau d'investissement appréciable. Le potentiel. C'est ainsi que le ministère du Développement et de la Coopération internationale a engagé dans le cadre de la coopération avec le Japon, par exemple, je vais prendre quelques exemples, un projet pour l'élaboration d'un plan de développement régional pour le Grand Sud, Gabès, Gafsa, Tozor, Mednin, Tataouine et Kibili. Selon l'approche participative pour la définition des choix et orientations et pour l'établissement des projets et programmes de développement. Un autre cas, un autre projet a été lancé dans le cadre de la coopération tuniso-polonaise pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement régional, et ce, outre les projets de développement régional engagés dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, qui touche plusieurs gouvernorats du centre-ouest et du nord-ouest. Donc le renforcement de l'attractivité des régions et l'amélioration de l'environnement de l'investissement dans les régions intérieures du pays sont devenus une nécessité pressante pour assurer un développement économique équitable, et les projets publics et privés doivent s'inscrire dans cette orientation. Donc c'est Kamel, il a donné le chiffre de 20%, donc cela n'aide en rien à améliorer l'attractivité de ces régions pour attirer les investisseurs. On ne peut pas reprocher à un investisseur, qu'il soit local ou étranger, de ne pas aller dans les régions s'il ne trouve pas l'infrastructure nécessaire et s'il ne trouve pas les conditions favorables. C'est ainsi qu'un pipeline de projets a été établi dans ce sens. Il s'agit notamment pour les projets. Je vais essayer de vous présenter quelques projets publics qui sont matures, on peut dire, et pour lesquels on est en train à la recherche d'investisseurs étrangers. Bien sûr, il y a le projet de construction de l'autoroute du centre. C'est bon. Donc c'est ainsi, il y a donc la construction de l'autoroute du centre Tunis, Kéron, Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa, pour un coût global de 2500 millions de dinars, dont le but d'assurer l'intégration de ces régions au reste du pays. Le projet est en cours d'étude. Et donc le dossier d'appel d'offres de la première tranche sera prêt avant 2014. On croit que ce projet-là peut aussi apporter beaucoup sur le plan infrastructure régional. Deuxième projet, construction de la rocade extérieure du Grand Tunis, X30, donc relier les différentes autoroutes. Le troisième projet, ouvrage de la ville de Bizerte avec l'autoroute A2. Modernisation de la voie ferrée Tunis-Kasserine pour 405 millions de dinars, et ce dans le but de l'amélioration de la qualité de service.
Il y a aussi le projet d'aménagement de 101 zones industrielles sur une superficie de 3065 hectares. Donc ce qu'il y a lieu peut-être de noter, c'est que 66 de ces zones-là se trouvent dans des zones de développement régional. Donc on essaie un peu d'équilibrer. Réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer à Zarat à Gebs d'une capacité de 50 000 m3 par jour. Réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer à Sfax, qui est déjà, donc l'étude sont déjà, elle est déjà donc avancée. Le projet de gestion intégrée du bassin de la Majorda contre les inondations, première tranche pour un coût de 210 millions de dinars. En plus de cette short list de projets publics, un nombre important de projets, ça en fait c'est un échantillon parce qu'il y a donc la liste de tous les projets qui existent au ministère. Donc nous avons aussi relevé quelques projets qu'on veut poser à l'investissement privé. Je vais citer quelques-uns. Le projet Taparur à Sfax, il s'agit donc du développement d'un nouveau pôle urbain de services et de loisirs sur une superficie totale de 420 hectares dans le deuxième pôle économique du pays. Le projet bénéficie d'une situation exceptionnelle au bord de la mer sur une côte de 6 km de long. Le deuxième projet, c'est le projet de Saprat Ben Ghayab. C'est un projet, c'est vrai, ancien. Certains d'entre vous me diront que c'est un projet qui existe depuis 3 ou 4 ans. C'est vrai. Mais peut-être on est en train de le préparer, d'essayer de créer une société de gestion et peut-être d'envisager un PPP afin peut-être de donner plus de chances à ce projet d'être réalisé. On croit qu'actuellement, d'ici peut-être la conférence qui va avoir lieu en septembre, on va essayer de finaliser tous ces projets et de réunir les conditions pour leur réussite. Le fameux port en eau profonde à Anfida, donc je voudrais vous informer que le conseil ministériel du 22 novembre 2013, pour la réalisation d'un port d'eau profonde d'Anfida, en formule de PPP, il s'agit de la réalisation d'un terminal à conteneurs, donc c'est un projet intégré. Bon, les détails sont là, techniques, 2 stations de marchandises diverses et des cargaisons solides en vrac. Le coût de la première tranche, il est estimé à 1368 millions d'euros. Un projet de réalisation d'une ville industrielle intégrée à Ain el-Karma, à Saqit Sidi Youssef, au KEF. Pour ce projet, donc, il sera réalisé sur un terrain appartenant à l'État de 100 hectares, extensible à 200 hectares, et englobera en plus des espaces réservés à la production, de l'habitat, des services, des loisirs et des espaces verts. Donc ce projet bénéficie d'une situation exceptionnelle. Il est situé à presque 4 km des frontières avec l'Algérie et d'un bassin de main-d'œuvre considérable et va constituer la nouvelle génération de zones industrielles. Un dernier projet, c'est le projet de la zone touristique de Faj Atlel à Ain Drahm pour le développement du tourisme écologique en vue de diversifier le touristique. En fait, j'ai voulu vous présenter quelques projets qui peuvent intéresser les investisseurs et pour lesquels on est en train aussi d'œuvrer pour les préparer et pour avoir des dossiers assez avancés. Les mécanismes, donc le partenariat public-privé constitue un créneau porteur pour la Tunisie pour renforcer la participation du secteur privé dans le financement et la gestion des projets d'infrastructure. C'est ainsi qu'une loi sur les PPP a été élaborée en collaboration avec des bailleurs de fonds, des institutions internationales et différents acteurs économiques et transmise à l'Assemblée nationale constituante pour approbation. Nous espérons qu'elle sera donc approuvée. Donc, cette loi va ouvrir beaucoup d'horizons et permettra au secteur privé d'investir dans plusieurs secteurs d'infrastructure. Bien sûr, comme vous savez, le partenariat public-privé dans les infrastructures, il est très important parce qu'il va aider l'État et contribuer avec l'État pour la réalisation des projets d'infrastructures, parce que l'État, pour le moment, n'a pas la possibilité de réaliser tous ces projets-là. Et puis, pour parler encore région, il s'agit d'identifier les filières régionales, une étude qui a été lancée par le ministère du Développement et de la Coopération internationale en vue d'essayer de dégager des opportunités. Et bien sûr, le troisième, je pense, chantier important pour le développement des régions, c'est le financement des projets, aider les petites et moyennes entreprises à investir, aider les jeunes à investir dans les régions et aussi avoir des institutions d'encadrement qui peuvent assurer la bonne réalisation de ces projets. Donc j'espère que ce moment productif ouvrira la voie à des discussions assez intéressantes par des experts qui sont autour de la table et qui couvrent en fait tous les sujets que je viens donc d'énumérer. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Je vais donc céder la parole
à M. Jelloul Ayed, que vous connaissez tous. Donc, il était ministre des Finances et économiste. Si Jelloul, vous, en tant que vous êtes l'initiateur du cadre réglementaire du PPP, Monsieur le secrétaire d'État vient d'énumérer un certain nombre de projets qui sont à la recherche d'investissement actuellement. Il a également analysé les raisons des disparités qui existent entre les régions et qui sont essentiellement dues à l'incapacité avérée des régions à attirer l'investissement privé à cause du manque, de l'absence aussi d'investissement public qui augmente l'attractivité et donc la compétitivité des régions. Comment voyez-vous que le PPP puisse être donc un catalyseur, donc un nouveau outil, donc un mécanisme pour renforcer et pour attirer donc des investissements et parvenir au financement de projets comme Monsieur le secrétaire d'État vient d'énumérer? Merci. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais partager avec vous, premièrement, les motivations qui nous ont poussé assez rapidement d'engager une réflexion profonde sur la nécessité de mise en place d'un cadre réglementaire pour le PPP. Si quand même vous avez mentionné la première motivation, qui était celle de dire que le budget aujourd'hui, il suffit de jeter un petit regard sur le budget pour nous rendre compte que l'espace fiscal que détient le gouvernement est très faible, c'est-à-dire la capacité financière de l'État pour engager de grands projets d'investissement est très faible. Le budget d'équipement, qui a été autour de 4,8 milliards il y a 2 années, je pense que dans la loi de finances complémentaires, il va être réduit à 3,8 milliards. Pour vous donner une idée sur la modestie de ce chiffre, ce que l'État dépense aujourd'hui en subventions directes et indirectes est d'à peu près 7 milliards de dinars. C'est vous dire l'aberration dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est la première motivation. Si l'État n'a pas les capacités financières, il faudrait qu'on trouve d'autres formules pour pouvoir financer le financement, surtout les financements qui sont normalement des financements de l'État ou d'entreprises publiques. La deuxième motivation, c'est que même si le budget est modeste aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'État est pauvre. L'État aujourd'hui détient des actifs, énormément d'actifs, un portefeuille très impressionnant, sous forme de biens immobiliers, sous forme de terrain, sous forme bien entendu d'entreprises. Et le PPP peut donner une réponse très élégante et très intéressante en parlant par exemple de l'optimisation en matière de gestion des actifs immobiliers de l'État. Beaucoup de pays ont fait ça à travers des structurations très intéressantes telles que des structurations de sale-leaseback. L'État peut céder certains des biens immeubles, et je peux vous assurer qu'on parle ici pas de centaines mais de milliards de dinars, peut céder une partie de ce portefeuille au secteur privé pour gérer ces biens immobiliers. Et l'État peut ainsi dégager des ressources très, très, très importantes qu'il peut, bien entendu, redéployer ailleurs. On pourrait, si vous le souhaitez, parler de cela un peu plus tout à l'heure. Et la troisième motivation, c'est un principe auquel moi j'attache beaucoup d'importance, c'est le principe de ce qu'on appelle subsidiarité. Le principe de subsidiarité suggère que l'État devrait céder ou transférer au secteur public les activités que le secteur privé peut mener. Évidemment, selon l'échelon de compétences et bien entendu selon les moyens, surtout les moyens financiers dont les privés disposent. Et bien entendu, quand on parle de ça, il faudrait aussi qu'on parle du rôle du système financier. Est-ce que le système financier est capable aujourd'hui en Tunisie d'accompagner, donc de financer les projets qui seraient structurés en PPP? Donc ça, c'était les 3 motivations qui nous ont poussé, mes collègues et moi au ministère des Finances, de pousser donc la réflexion et de commencer à établir donc un cadre réglementaire pour le PPP. Le PPP était géré au niveau du Premier ministère, qui est une aberration, à mon sens. Il ne faudrait pas que ce soit géré au niveau du Premier ministère, il faut que ce soit géré au niveau du ministère des Finances. Et donc, pour lui donner l'importance qu'il mérite, il a fallu que tout le processus soit géré par le ministère des Finances. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas, et si ce n'est pas le cas, je le recommande très, très fortement. Il faut qu'on soit clair sur les définitions. On parle de PPP d'une manière très générale et des fois, chaque fois qu'il y a des privés qui sont impliqués dans des projets qui sont initiés par l'État, on dit PPP. Ce n'est pas nécessairement le cas. On parle de PPP lorsque 4 conditions sont réunies.
La première condition, c'est l'acteur privé ou l'opérateur public et l'opérateur privé ont un objectif commun, donc unicité d'objectif. La deuxième condition, c'est le partage de ressources. La troisième condition, qui est absolument essentielle, et il faut bien la comprendre, c'est le partage des risques. Et la quatrième condition, c'est le partage des revenus. Donc on ne peut parler d'un projet PPP que lorsque ces quatre conditions sont réunies. Alors, si l'État décide de construire une autoroute, et si cette autoroute devrait être financée par le budget de l'État ou par des financements extérieurs, et si l'État fait appel à un privé pour construire l'autoroute, ce n'est pas un PPP. Soyons clairs. Si maintenant l'État décide de donner un tronçon de l'autoroute pour être géré, pour être construit ou pour être maintenu par un opérateur privé, où il y a partage de risque, mais il y a aussi partage de revenus, c'est-à-dire ce que nous collectons comme fees là, ça c'est un PPP. Si l'État décide de construire un hôpital, et que cet hôpital devait être géré comme les hôpitaux publics que nous avons aujourd'hui, ça c'est un hôpital public. Si l'État décide de céder à un opérateur privé la construction, la maintenance et la gestion de cet hôpital, ça c'est un PPP. Donc soyons très clairs sur les définitions, parce que des fois quand je parle avec beaucoup de gens, il y a une confusion en matière de définition. Donc s'il n'y a pas partage de risque, s'il n'y a pas partage de revenus, et d'ailleurs la structuration même d'une transaction de PPP, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est même quelque chose de très compliqué. Parce que l'art est de mettre le curseur là où tout le monde est content, c'est-à-dire où l'opérateur public et l'opérateur privé sont tous les deux satisfaits. L'opérateur public, ce qu'il cherche, lui, c'est le bien public, ou le bien commun, c'est-à-dire servir la société avec des services ou des produits qui sont traditionnellement fournis par le secteur public. Si c'est maintenant le secteur privé qui doit fournir les mêmes services, évidemment, l'État doit s'assurer que ces services ou ces produits sont servis de la même manière et peut-être même d'une manière plus intéressante et plus efficiente. Donc il faudrait que les uns et les autres gagnent. Mais le gagnant principal, il ne faut jamais l'oublier, c'est la société. Parce qu'on parle bien de biens publics ou de biens qui ont été produits par le secteur public, comme je l'ai dit, en faveur de la société d'une manière générale. Les exemples de PPP, je pense, monsieur le modérateur, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, il y en a plusieurs. Je vous ai donné quelques exemples, tels que la gestion des biens immeubles, tels que la gestion de services, surtout de services sociaux. Et d'ailleurs, j'espère qu'on prendra quelques minutes tout à l'heure de parler d'un PPP spécial, mais qui est très, très, très important, qui est le PPP social, n'est-ce pas? Le PPP social, ça aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est très important, le PPP social. Bien entendu, on doit aussi parler, si on a le temps, du PPP en milieu rural. Et quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour donc réussir des projets PPP en milieu rural. Et le dernier point que je souhaite évoquer, c'est que comme dans n'importe quel financement de projet, surtout les grands projets d'infrastructure, le rôle du système financier est très important. En fait, dans un PPP, il n'y a pas que deux opérateurs, il y a trois. Il y a l'opérateur public, il y a l'opérateur privé et il y a le financier. Et si le financier ne peut pas jouer, donc le système financier, si le système financier ne peut pas répondre comme il se doit aux besoins en termes de financement dans le cadre d'une structuration d'opération de PPP, on n'a pas fait grand-chose. Voilà donc en guise d'introduction ce que j'avais à vous dire. Merci Sijaloul pour ces éclairages. Je crois que vous avez bien fait de mentionner les 4 conditions pour qu'on puisse parler d'un PPP. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour nous parler aussi du PPP social, parce que je pense que ça intéresse par rapport au contexte de la Tunisie actuellement. C'est un sujet qui est intéressant. Et également le PPP au milieu rural, aussi au niveau régional. Donc voilà, maintenant je vais donner la parole à monsieur Jamel Dimbelhaj. Si Jamel, vous dirigez donc le CDC,
la Caisse de dépôt et des consignations, qui est un investisseur financier institutionnel dont le rôle est d'appuyer les politiques publiques. Donc, comment vous voyez donc effectivement le rôle du SUDC et quelle est sa stratégie pour la promotion du PPP en Tunisie? Merci, c'est Kamel. Monsieur le secrétaire d'État, merci pour l'invitation. Vous avez 7 minutes, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Vous nous donnez l'occasion pour parler un peu de la CDC. J'ai une petite remarque. Il est très difficile de parler après Jaloul parce que, bon, il a bien fait de cadrer ce panel. C'est-à-dire que vais essayer de parler de choses qu'il n'a pas abordées. Et en fait, la CDC, quand on a pensé la créer, une idée ancienne, mais on l'a relancée avec Jaloul, l'idée c'est de créer un investisseur public qui va assurer le tiers confiance pour les privés. C'est une démarche assez difficile en pratique. Il est vrai qu'on a essayé de créer l'institution, de lui donner une gouvernance assez transparente, assez moderne, mais sur le fait, je vais revenir un peu sur le fait, mais je vais commencer pour vous donner une idée sur le modèle. Alors le modèle, il est basé sur un principe fondamental qui est le rôle de tiers confiance et le rôle de levier. La Caisse va jouer le rôle de fait levier et d'effet de démonstration pour assurer ou rassurer le privé, l'investisseur privé dans la réalisation de ce projet, soit dans les régions, soit dans des domaines qui ne sont pas ou qui sont très peu intéressants pour l'investisseur privé, au moyen d'apport financier, d'expertise et surtout de proximité par rapport à l'administration. Cela paraît théoriquement possible. Sur le plan pratique, c'est une question très difficile. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui l'approche de réalisation du projet, notamment dans le domaine de l'infrastructure et du service public, comme l'a mentionné Jaloul, on a une façon de faire. Et cette façon de faire est de tout faire passer sur le budget ou par des agences publiques. Et les agences publiques, opérateurs dans l'électricité, dans l'eau, dans l'assainissement, dans l'aménagement du territoire, finalement, sont des agences qui sont financées sur le budget de l'État. Et aujourd'hui, si on va changer la façon de faire dans ces domaines, il faut changer aussi la culture. Et surtout, pas uniquement la culture, la façon de réfléchir des opérateurs publics. Et nous, lorsqu'on a créé la CDC, la première chose que nous avons fait, nous avons organisé une série d'ateliers. Il y a des gens qui ont participé dans ces ateliers, Aziz l'a fait. C'est d'essayer de voir quelles sont les attentes du secteur privé par rapport à l'instrument que nous avons créé. Donc en fait, c'est un vrai cas de partenariat public-privé, la CDC. Et à partir de là, on a décliné cela en une doctrine d'investissement. Et cette doctrine d'investissement, elle est basée sur la viabilité économique du projet. Quand on parle d'autoroute, si un tronçon d'autoroute n'est pas rentable, l'investisseur privé ne viendra pas. Et la CDC aussi n'investira pas dans un projet qui n'est pas rentable. Donc il faut assurer la rentabilité du projet et la viabilité du projet pour que l'investisseur privé puisse s'associer avec la CDC qui va assurer en fait le relais avec l'administration. Donc on est au niveau de l'approche de réalisation de projets, notamment dans le domaine du service public, on est très loin de cette culture-là. Et quand vous parlez avec une agence publique, l'agence publique, elle le fait d'une manière très régulière aujourd'hui, elle présente un budget pour réaliser une zone industrielle ou une centrale électrique. Maintenant, si l'arbitrage au niveau du ministère des Finances fait que le projet est retenu, il sera financé avec les bailleurs de fonds en dette, pas bailleurs de fonds donc au capital. Si ce n'est pas retenu, l'arbitrage fait qu'on retarde le projet, il est retardé le projet. Et là, à mon avis, on est en train de perdre beaucoup de temps et surtout d'opportunités pour le pays. C'est que si nous avons besoin aujourd'hui d'une centrale tous les 2 ans, avec le rythme de réalisation et la capacité actuelle de l'opérateur, enfin je prends la centrale électrique mais en tant qu'exemple, donc on va continuer à réaliser uniquement une centrale tous les 2 ou 3 ans alors que les besoins sont de 2 centrales par an par exemple. Et là je crois que nous avons essayé de faire évoluer la façon de faire de l'administration. Bon, les agences publiques, il est vrai, elles sont réceptives, mais puisque aujourd'hui elles ont un chemin, façon de faire qui est érodée à travers l'administration, ils reviennent à la tutelle, et c'est la tutelle qui décide. Et la tutelle aujourd'hui, si Nourdine a cité le cas des
le cas de Salmon, des stations de Salmon de zone, nous on a présenté le projet au ministère de l'Agriculture. Il dit, moi j'ai un budget, il est inscrit au budget, pourquoi est-ce que je vais obliger la SONER à faire un partenariat public-privé avec vous, chercher des investisseurs privés pour réaliser le projet, alors que le projet est inscrit sur le budget. Alors qu'on aurait pu faire 3 centrales depuis. Trois stations de Salmon. Parce que le projet de la station de Saumâtre de Gerba, elle date de au moins 5 ou 6 ans. 2008. Elle date de 2008. Entre-temps, on a attendu jusqu'à 2013 pour réaliser le projet. Alors que enfin, il n'est pas encore opérationnel. Alors que nous avons le schéma, nous avons l'investisseur privé, nous avons le fournisseur de l'équipement, nous avons le montage. Quand vous allez discuter avec les autorités, et vous n'avez pas de... Il n'y a pas de pétition. Donc le partenariat public-privé aussi, culture. Il faut que l'administration, il faut que les agences de l'État, les opérateurs publics aussi se mettent à penser PPP. Sinon, vous ne pouvez pas réaliser ce projet. Alors, ça, c'est un volet au niveau du PPP. Mais le PPP aussi, nous, lorsqu'on a décliné notre stratégie, c'est aussi à travers les petits projets de collectivité. Et Luciano, qui travaille avec nous, et qui est spécialiste des PPP, on a essayé aussi d'aller vers les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités ne sont pas prêtes à réaliser des projets en PPP. Notre conseil, le premier dossier qu'on a passé au conseil d'administration de la CDC, c'est de réaliser le marché de grande distribution de PPP. Jusqu'à aujourd'hui, le projet n'a pas vu le jour. Il le verra peut-être dans 5 ans. Mais parce qu'on est dans une approche administrative. Il faut que nous évoluions vers une approche plus disons, orientée vers le marché et vers le secteur privé si on veut réaliser rapidement le projet. Et il est vrai que l'administration ou le budget de l'État peut réaliser ce projet, mais il le réalisera dans le temps selon un arbitrage qui est fait sous contrainte budgétaire et fiscale. Pour le financement de la PME, bien sûr le PPP c'est dans le grand projet, c'est dans je ne vous raconte pas les difficultés par rapport au secteur où il y a des monopoles, comme l'électricité. Donc on a présenté 2 ou 3 projets et on ne peut pas les faire parce qu'il y a des contraintes légales par rapport à la production du service par l'opérateur public. Et là aussi, il faut qu'il y ait une violation du cadre réglementaire, pas uniquement une loi sur le PPP, mais une loi sur l'accès aux activités, pour libéraliser un certain nombre d'activités, pour assurer la réalisation de projets. Si, sur l'énergie, je vais donner un autre exemple, nous avons rentré en discussion avec un opérateur, fournisseur d'équipement en fait, il n'est pas opérateur, et c'est une technologie sur le photovoltaïque concentré. Ils sont venus là, ils ont travaillé sur le dossier, on a identifié des sites de production, on a monté même une unité de pilote de production d'électricité photovoltaïque. Finalement, les mecs sont restés en boucle pendant 4 ou 5 mois et ils n'avaient pas d'autorisation. Donc ils sont repartis. Les investisseurs sont repartis parce qu'on n'a pas encore vu quelle stratégie pour le secteur de l'énergie en Tunisie. Est-ce qu'on va libéraliser la production de l'énergie ou pas? Est-ce que la STEG, opérateur public, va continuer à avoir le monopole de la distribution, la production bien sûr, et la distribution? Et tout ça, je crois, sont des contraintes énormes pour l'activité, enfin pour le développement du partenariat public-privé. Sur les PME, j'ai un partenaire à côté de moi, donc il y a plein de gens qui sont dans la salle, qui sont en relation avec la CDC. On avance un peu. Pourquoi? Parce que sur les financements de la PME, le PPB que nous avons conçu, c'est à travers des fonds d'investissement. Et la Caisse de dépôt et de consignation a aujourd'hui au moins 4 fonds qu'elle a sponsorisés, dont 2 sont en fonctionnement et 2 qui sont en cours d'autorisation, et 4 fonds dans lesquels nous avons participé et qui sont en fonction et qui financent des projets d'entreprises, de PME, et qui sont des véritables PPP, puisque nous, on est des capitaux publics. L'origine de nos capitaux, c'est des ressources publiques, et nous les mettons à disposition, sous certaines conditions, des entreprises pour favoriser et aider à la réalisation des projets. Nous avons sur cela parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes administratives au niveau de l'accès aux activités. Et c'est pour ça, principalement. C'est pour ça que nous avançons, et c'est l'activité la plus développée aujourd'hui donc à la CDC, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour
aider, fluidifier les projets. Et Jaloul a parlé un peu de l'unité de... Nous avons regardé le texte, l'unité de PPP. Aujourd'hui, l'unité telle qu'elle est conçue, c'est une unité administrative, ce n'est pas une unité d'évaluation et de maturation du projet. Elle reçoit les demandes, elle regarde principalement le côté juridique. D'ailleurs, l'unité PP au Premier ministère, c'est la cellule du conseil du gouvernement qui regarde ces projets-là. Donc, il faut dépasser le stade d'uniquement cadre légal et réglementaire pour aller vers une unité qui pourrait étudier la faisabilité du projet. Et nous avons proposé au ministère des Finances, la CDC a l'expertise technique pour aider le ministère des Finances à regarder techniquement le projet, sur le plan de la faisabilité, du financement, de la structuration, et aider à la réalisation du projet. Maintenant, tout ça nécessite, à mon avis, changer fondamentalement la façon de faire de l'administration au niveau du financement du projet. Merci, c'est un premier jet. Je suis là pour... Merci. S'il y a des questions... On reviendra sans doute sur ce sujet. Donc, merci beaucoup, Si Jamel, donc pour cet éclairage. C'est sûr que je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous m'entendez d'abord, comme ça? Non? Voilà, c'est bon. C'est sûr qu'il y a des contraintes. C'est sûr que le PPP n'est pas uniquement un cadre réglementaire, mais c'est aussi une culture, comme vous venez de le dire. Mais je pense que la Tunisie a beaucoup de potentiel et de capacité d'adaptation. J'ai personnellement vécu, vous avez cité l'exemple de la STEG, l'accès aux activités. J'ai personnellement vécu l'exemple des télécoms. Et j'ai été en plein associé donc, à l'ouverture du secteur de télécom, le mouvement de déréglementation et le démantèlement des monopoles des télécoms. Et c'était beaucoup de difficultés. Je peux vous dire que c'est peut-être loin des difficultés que vous venez de citer. Mais heureusement, donc, à la langue, donc, le secteur, maintenant, il y a donc une concurrence, il y a des intervenants privés qui interviennent et je pense que c'était un pari qui est gagné. Voilà, maintenant, vous avez parlé aussi du rôle des bailleurs de fonds. Donc, nous avons présent parmi nous donc, M. Hatem Shahbani, qui est spécialiste infrastructure de la Banque africaine de développement. Donc, il va nous parler donc, de la stratégie de la BAD en matière de promotion du PPP, donc, qui est comme outil donc, de financement des projets, surtout les projets d'investissement public. Shukran, c'est Ayadi. Si vous permettez, je vais peut-être, avant de partir sur les outils dont dispose la BAD, je voulais revenir sur, à mon avis, une question fondamentale pour ce qui concerne les PPP et rappeler une définition importante des PPP. Les PPP, par définition, c'est la délégation des services publics. Des services publics qui étaient auparavant assurés par l'entité publique ont été transférés au secteur privé. De là, en fait, ça fait allusion au fait que le rôle de l'État a évolué d'un rôle où l'État était responsable de toute la chaîne de production, si vous voulez. Donc c'est c'est l'État qui acquiert l'infrastructure. Ensuite, c'est l'État qui se charge de l'exploiter. Aujourd'hui, l'État ne veut plus assurer ce rôle-là parce qu'on s'est rendu compte que l'État n'est pas aussi efficace que le secteur privé pour assurer ce rôle-là. Souvent, ce qu'on voyait, c'est que l'État, au niveau de la construction, il y a souvent des cost overrun, donc des excès des coûts des projets. Au niveau des délais des projets, il y a souvent des retards des projets. Et au niveau de l'exploitation, souvent la maintenance n'est pas bien assurée et l'État n'a pas la capacité commerciale pour assurer un niveau de service tel qu'attendu ou qui répond aux spécifications. Alors de là est venu le concept des PPP pour impliquer le secteur privé là où il peut mieux assurer, sur les tâches qu'il peut mieux assurer que l'État. Donc vraiment c'est là le rôle fondamental des PPP et contrairement à ce que vous avez suggéré M. Aedi au début de ce panel, c'est que les PPP ne devraient pas être utilisés comme outil de financement. Les PPP, il faut savoir une chose claire, que l'État peut toujours emprunter moins cher que le secteur privé. Le coût du financement par le secteur privé est toujours plus élevé que l'État.
Alors, quand est-ce qu'on a recours au PPP? C'est lorsque l'innovation et la qualité de service et les économies que le secteur privé peut apporter compensent ce surcoût de financement. Et c'est là où le projet PPP devient viable. Et en fait, juste pour revenir à ce que M. le secrétaire d'État avait dit au départ, c'est qu'on ne peut pas décider dès le départ si un projet est un projet PPP ou non. L'État a son rôle, bien sûr, de planification pour identifier les projets ou les services publics qui sont nécessaires. C'est aussi le rôle de l'État d'étudier ces projets-là, de définir les projets. Et pendant les études, c'est là où il étudie les scénarios, les divers scénarios d'acquisition de tels projets par la voie PPP, en la comparant à la voie publique. Et c'est là où on se rend compte si le PPP est plus opportun ou si c'est le secteur public qui est plus opportun, sans rentrer dans le détail, parce qu'on appelle le value for money, donc en comparant les deux et en assurant que la valeur, le value for money est plus haute assurée par le secteur privé que par le secteur public. C'est uniquement dans ce cas-là que le PPP devient viable. Autrement, le secteur public serait toujours une meilleure option. Voilà, j'ai dit ça un petit peu pour introduire un petit peu ce que la BAD fait dans ce sens-là. Alors, le rôle de la BAD, enfin, il faut dire qu'un projet, en général, de service, il passe par des phases, le cycle du projet classique, à partir de l'identification du projet, donc l'État qui exécute ses plans d'aménagement du territoire ou ses plans de master plan pour un secteur donné, et de là, il identifie les projets de développement nécessaires. Donc ça, c'est l'étape d'identification. Une fois identifié, il y a les études qui font les études multidisciplinaires de ces projets-là, études techniques, études économiques, études environnementales, études financières. Et c'est uniquement en intégrant tous ces composantes-là, donc le coût par exemple d'évitement ou d'atténuation des effets environnementaux, qu'on remonte au coût global du projet et qui est un des entrants de l'étude financière et qui est elle qui décide à la fin quel est le mode d'acquisition le plus important. Donc uniquement à ce stade-là où on devient sûr que le projet va être fait en tant que PPP. Passé ce stade-là, bien sûr, si on a décidé que c'est un projet PPP, là, on fait intervenir au secteur privé. Comme disait M. Ayed tout à l'heure, c'est une opération assez complexe parce que c'est un partenariat sur 20, voire même 30 années. Et donc, les deux parts du partenariat, le privé et le public, ils s'engagent pendant toute cette période-là, et derrière eux, les financiers, sur assurer ces services-là pour pouvoir, bien sûr, rembourser les prêts, pour pouvoir, comment dire, et pour l'État également, pour honorer ses engagements envers les citoyens. Donc cette opération est tellement complexe et souvent la problématique, c'est que les agents de l'État ou les experts de l'État n'ont pas cette expertise-là, du moins les premières années de la mise en œuvre des projets PPP. Alors il y a certains pays qui ont adopté l'approche de ce qu'on appelle une cellule PPP. On sélectionne des experts dans les diverses disciplines, donc juridiques, financières, économiques, environnementales, ainsi de suite, et on les forme sur le concept de PPP, et puis cette unité-là, elle est placée au niveau du ministère des Finances, et elle assure l'assistance technique, si vous voulez, des divers ministères sectoriels, dont l'élaboration et le développement, et puis également la transaction PPP. Et donc cette transaction elle aboutit à une négociation entre, bien sûr, le secteur privé et l'État. Et c'est là où vraiment l'expertise de l'État, elle est assez importante. Comme disait M. Ayed tout à l'heure, l'un des volets très importants, c'est le partage des risques. Donc il faut que les études déjà aient bien identifié tous les risques des projets. Les risques endogènes au projet, les risques exogènes, les forces majeures, ainsi de suite. Il faut bien les détailler et il faut s'assurer que le secteur privé est capable de gérer sa part et l'État sa part. Selon la règle, le risque, il est pris par celui qui sait le mieux gérer. Bon, c'est un peu une règle qui permet d'optimiser le partage des risques. Et donc ça, vraiment, ça nécessite une grande expertise de la part du secteur public. Souvent, dans ces études de faisabilité, par exemple, on fait des market testing. Donc on invite, une fois que l'étude est faite, on invite tout le secteur privé, on fait une table ronde et on présente
un projet de partage de risques, et c'est là où on a un petit peu le retour du secteur privé pour dire non, ça c'est des risques que je ne peux pas prendre. Il y a une sorte de négociation pour aboutir à un contrat qui soit bancable à la fin. Donc voilà un petit peu le déroulement. Ensuite, bien sûr, une fois cette transaction est accordée, les négociations, après le contrat, après la construction et l'exploitation de l'ouvrage. Aussi, pendant l'exploitation de l'ouvrage, comme ce n'est plus l'État qui exploite l'ouvrage, mais plutôt le secteur privé, il faut que l'État aussi ait la capacité de contrôler la qualité des services rendus par le secteur privé. Parce qu'il y a des spécifications de qualité de service qui sont clairement définies dans le contrat. Et il faut que le secteur privé puisse assurer ces services-là et que l'État derrière soit capable de vérifier cela. Donc voilà un petit peu le cycle d'un projet PPP, disons, réussi. Et là-bas, nous, vraiment, on intervient sur tous ces maillons de ce cycle-là. Donc on intervient au niveau de l'identification, on aide les pays à identifier les projets de développement à fort impact économique. À ce stade-là, on ne pense pas à la finance, c'est l'économie et c'est le social. Ensuite, on les aide dans les études de faisabilité, la préparation de tels projets, et partant aussi on renforce leur capacité. Par exemple, s'ils n'ont pas cette capacité-là de pouvoir gérer de telles études, donc on les accompagne avec des experts spécifiques pour les aider à mieux préparer ces projets-là. On les assiste également au niveau de ce qu'on appelle le transaction, donc en fournissant des advisors, des conseils aux transactions. Et aussi, on intervient, nous, après, comme une banque. Donc, une banque qui finance aussi bien la partie publique. S'il y a une subvention d'équilibre que le public devrait assurer, là, la-bas, elle intervient par le biais de son guichet public. Ou le secteur privé également. Donc, on finance le privé soit par les prêts seniors, ou par prise de participation dans la partie fonds propres, equity. En général, indirectement, via des fonds d'investissement comme le Tuninvest. M. Aziz est présent ici pour vous en parler plus. Voilà donc un peu vraiment les interventions de là-bas. Alors on dispose de pas mal de fonds, ce qu'on appelle trust fund, des fonds fiduciaires, qui octroient des dons au pays pour permettre de financer des renforcements de capacité, de l'assistance technique, les études, pour tout accompagnement du secteur privé. Et après, comme je venais de le dire, on a le guichet BAD de la banque qui, lui, il dessert aussi bien le secteur public que le secteur privé. Voilà, comme on dit en nutshell, un petit peu le rôle de la BAD tout au long des maillons de cette chaîne. Merci Sihat. On reviendra certainement pour des éléments de ce que vous venez de dire. Now I will turn the floor to Madame Florence. She's from the Heritage Foundation, United States of America. My question for you, Florence, will be what are the prerequisites for a successful PPP project and how it can support and promote small and medium-sized projects? Because PPP is not only about large-scale projects. Mr. Ayed said that he will be talking about social PPP and he will be talking about PPP in rural area. I mean that I assume that he's talking about small projects. So what are the role of PPP to support small and medium-sized projects? Thank you, and good afternoon, Mr. Secretary, ladies and gentlemen. Thank you. Good afternoon, Mr. Secretary, ladies and gentlemen. The points you bring up, Mr. Ayadi, are, I think, extremely critical. And there's three considerations, I think, that when we're talking about PPPs, and I would put private before public in the private-public partnerships. So there's three, I think, considerations. The first one being the environment and how it's, and the execution. So is the environment conducive to investment? Is there laws and regulations that are going to allow what the partnership is going forward to be sustainable and successful. And then execution, I would include sound public administration. I think
that when you're creating these partnerships, having mechanisms of oversight, accountability, but also flexibility. Often bringing in the private sector means things are going to change and you need to adapt to those changes. So the second consideration is sequencing. In creating these partnerships, often the private sector is brought in later in the planning stages. And for the challenges that these partnerships seek to address, I think leveraging private sector innovation and the creativity, I think, that the private sector brings to some highly bureaucratic mechanisms creates a more sustainable, longer-term partnership. And the third I would make goes to the SMEs and the rural areas, and that is that while these large-scale projects are critical and important, the smaller ones tend to you can build success upon them. They're entry points. They show that there can be successful models outside of the bigger projects. And with this innovation, service delivery, I think things that rural communities can benefit from and then move into greater stages of development. So those are kind of the 3 points that I think are critical when we're discussing PPPs. Thank you for your remarks. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Aziz Mbark. Aziz Mbark est fondateur associé d'Uninvest. Ma question pour Monsieur Mbark, c'est quels sont les facteurs clés qui vont concourir au succès des efforts de levée et d'optimisation des fonds provenant des PPP? Merci. Peut-être une remarque préliminaire. Si jamais elle a parlé du partenariat public-privé qui était engagé entre la CDC et l'institution que je représente ici, ce partenariat n'a pas vu le jour, même si nous avons eu la confiance de la CDC depuis une année, parce que dans le fonds spécifique que nous sommes en train de monter, on passe par des autorisations administratives qui tardent à venir. Et je pense que ça, c'est symptomatique de la situation des PPP en règle générale en Tunisie. Je pense que, d'ailleurs, ma présence ici est assez symptomatique de la situation des PPP. Moi, j'ai rien à voir avec les PPP, je dois le dire. Moi, je suis un investisseur qui cible les PME et il n'y a pas de fonds spécialisés dans les PPP. Donc, je pense que la première urgence, et s'il y a un premier enseignement à tirer de cette réunion sur la non-présence d'un fonds spécialisé dans les PPP, c'est de monter un fonds spécialisé dans les PPP. Voilà quelque chose de simple qu'on peut initier et qu'on peut initier rapidement pour avoir des personnes légitimes pour vous parler de financement des PPP. Parce que je ne me sens pas tout à fait légitime pour le faire. Mon deuxième élément pour vous répondre est sur la base de ce que nous avons vu passer comme transaction portant sur les PPP, c'est que, en règle générale, nous avons deux caractéristiques fortes en fait sur le financement de ce type de transaction. La première, c'est qu'on finance un SPV, donc une structure ad hoc nouvelle qui se crée, et par rapport à elle, le recours sur les actionnaires, donc sur les fondateurs, est limité. Donc les gens limitent le risque au SPV auquel ils contribuent. Et en parlant de cela, je souhaiterais souligner qu'en Tunisie, le simple montage par un SPV pose problème. Pourquoi il pose problème? Parce qu'un SPV est synonyme d'une structure holding, donc d'une structure qui a pour seule vocation de prendre une participation en capital, que ça passe par l'accord du ministre des Finances, on en est encore là, et que cet SPV, à partir du moment où il va lever de la dette étrangère, eh ben, la Banque centrale limite sa capacité à lever de la dette étrangère à 3 millions de dinars, et toute levée de dette est donc soumise à une autorisation. Donc la structuration même d'une opération de type PPP reste soumise à ce type de problématiques et de complexité et de parcours du combattant lié au fait que la réglementation tunisienne, que ce soit au niveau du change ou au niveau des agréments octroyés au SPV, n'est pas opérante. Mon deuxième élément, c'est sur la maturité des ressources. On parle de projets, et ça a été confirmé par les orateurs, de projets qui ont des maturités longues, même très longues, parfois, souvent même. Et donc, s'agissant de cela, on doit
prendre acte du fait que les ressources longues en Tunisie sont inexistantes. Elles sont inexistantes. Les banques peuvent y avoir accès en fait sur des lignes de refinancement particulières quand elles arrivent à gérer la problématique du risque de change, parce que souvent ce sont des lignes de crédit qui sont données en monnaie étrangère et par rapport auxquelles il faut arriver à solutionner la problématique du change. Et puis sur la partie equity, la partie fonds propres, j'ai dit que les instruments spécialisés dans ce type d'investissement sont inexistants. Donc on est dans une situation où, par rapport à un sujet important, d'ailleurs on n'a pas entendu Sinourdi nous parler de nécessité de construire des centrales électriques en Tunisie, alors que tous les Tunisiens ont entendu dire le président de la STEC parler pour la première fois de coupures possibles cette année de 1/4 d'heure par jour par foyer. Donc on a le sentiment qu'il est déjà trop tard pour lancer la construction de plusieurs mégawatts, et donc par rapport à un service public qui peut être assuré par des entités privées, ben voilà un sujet où par rapport auquel tous les citoyens se posent une question. Et j'enchaîne pour dire que si Jemel a eu l'expérience du photovoltaïque et des difficultés de l'interface entre des projets de production d'électricité sur la base de photovoltaïque, moi je peux dire que dans tous les projets industriels dans lesquels nous sommes et qui sont confrontés à la problématique du coût énergétique et de l'évolution de la courbe des prix énergétiques aujourd'hui, et ces sociétés qui essaient de mettre en place, et certaines d'entre elles ont déjà mis en place des solutions par la production d'électricité in situ, sur la base de production d'électricité et de vapeur, eh ben, toutes ces sociétés sont confrontées à la problématique de cession de la part d'électricité résiduelle à la STEC parce que les interfaces ne sont pas correctement gérées. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche en réalité? Ce sont ça les questions qui sont importantes, parce que c'est un sujet nouveau, mais c'est un sujet, on a tous l'impression qu'il est très important pour la Tunisie par rapport au challenge auquel nous sommes confrontés. Je pense que ça a été dit en filigrane, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté réelle et qu'il y ait beaucoup de pédagogie pour expliquer ce que sont les PPP, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, il y a une vraie peur par rapport aux PPP. Et les gens, en toute bonne foi, vous disent, ben, nous, on ne voit pas pourquoi on sous-traiterait un service qu'on est capable de faire et de mieux faire que dans le cadre d'un PPP. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire et beaucoup de non-dits qu'il faut essayer d'exprimer et qu'il faut essayer de traiter. Et sur ce qu'on a pu lire, ben, les PPP, ce n'est pas la panacée, mais à un moment critique comme celui par lequel on passe, ou à une phase de transition, ou pour des projets pour lesquels le privé peut être plus performant, ben, il n'y a pas de mal à ce que ces projets soient relayés par le PPP. Ensuite, il faut un cadre juridique stable, lisible, qui ne donne pas matière à interprétation et qui laisse une grande place à une négociation contractuelle. C'est-à-dire, le cadre juridique qui traite de tous les cas n'existe pas. Donc il faut qu'il y ait un cadre souple qui protège les droits de l'État, mais qui laisse la place à un cadre contractuel et qui, dans le cadre de la cellule dont il a été fait mention, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire qui a toutes les compétences et qui n'hésite pas à recourir à la compétence, et il y en a dans cette salle, pour pouvoir structurer les opérations de manière idoine, eh ben, sera capable de mener une négociation qui protège les intérêts de l'État. Alors il a été question de la matrice exhaustive des risques. Moi j'ai un ami, enfin on a des amis algériens dans la salle, mais c'est un ami algérien qui me disait ben, l'État algérien a pour stratégie vis-à-vis du privé de faire de sorte que le privé ne perde pas d'argent pour que l'entreprise vive, mais qu'il n'en gagne pas non plus. J'ai l'impression que dans le cadre des PPP en Tunisie, on est dans cette configuration. Donc, qu'à partir du moment où on a le sentiment que le privé va gagner de l'argent sur une opération dans laquelle il y a une prise de risque, eh ben, ça pose problème. Et donc, la question de l'identification des risques et d'élaboration d'une matrice des risques où le privé ne prend que les risques qu'il est capable d'assumer et de prendre est quelque chose d'essentiel. Et on ne peut pas faire prendre au privé des risques qu'il ne peut pas prendre, notamment le risque de recours des tiers qui peut être problématique sur certains types de projets. Ensuite, il y a une grande problématique en Tunisie qui est la problématique du foncier. Et cette problématique, on doit l'isoler. Et c'est une problématique, alors nous, pour avoir concouru
à créer une entreprise dans le cadre d'un PPP, mais pas à travers les fonds qu'on gère, mais sur nos propres ressources, va gérer une zone industrielle, eh ben on sait que la problématique du foncier est une problématique épineuse et très très complexe. Et que aujourd'hui, enfin, je peux dire, sur le terrain qui a été accordé en concession à cette société que nous avons créée, il y a 20% du foncier qui pose problème, qui pose de sérieux problèmes. Et 20% du foncier qui pose problème, c'est réellement décaler de manière, disons, à mettre le projet à risque, le démarrage du projet. Bon, un modèle économique viable, on en a parlé, il faut que le projet ait des chances de réussir pour qu'il soit en mesure de lever des fonds, et puis un processus d'appel d'offres qui soit transparent, qui soit clair, qui soit lisible, et surtout un processus de sélection qui soit clair. Parce que les gens, quand ils ont l'impression que le processus n'est pas clair, même si les bonnes intentions y sont, eh bien, ils ne s'engagent pas. Parce que dans ce processus, quels que soient les acteurs qui rentrent dans ce type de projet, on sait que c'est des process de très long terme qui engagent des frais très importants, qui engagent beaucoup d'énergie. Et quand la probabilité de réussite est faible, eh bien, les gens ne s'engagent pas. Merci beaucoup, c'est Aziz. Vous avez soulevé une question pertinente par rapport à la stabilité du cadre réglementaire. Donc, il faut qu'il soit à la fois stable mais flexible également. Et il laisse de la place pour la négociation. Je crois que nous avons parmi nous si Ayed, donc, qui est à même de fournir donc, une réponse à ça, puisque c'est lui le concepteur de, de ce cadre-là. Mais avant ça, we will move now to the next speaker, Mr. Stefan. Mr. Stefan, he's from MEGA. MEGA is an agency within the World Bank. My question for you, Mr. Stefan, is first, if you can tell us a few words about MEGA, what it does in Tunisia, and how you support PPP projects and to promote private participation. Well, thank you very much. I think there were two strong messages emerging from this panel discussion. I mean, the first, can you hear me? The first one, I think we're in agreement that investment in infrastructure is critical for sustaining Tunisia economic growth and competitiveness in the years to come. The second message, equally important, is that partnerships are the key to bridging that gap. And I think the fact that we have members here from the private sector, from the public sector, international finance institution, stand for that. One of the challenges with PPPs, as was pointed out already, lies in the fact that the government has to develop structures that make projects bankable. They also need to develop projects that make economic sense and provide benefits, jobs, growth to the economy. But then governments also need to make sure that they can do it within tight budget frameworks and fiscal constraints that are facing, so reducing their liability, their contingent liabilities. MEGA has been a strong partner in this area, helping with some of the instruments that can help governments actually move forward on these objectives. MEGA stands for Multilateral Investment Guarantee Agency. We are part of the World Bank group. The World Bank consists of 4 entities. We are one of the 2 entities that work with the private sector in mobilizing foreign direct investment into our member countries. We've been very active in infrastructure, PPPs, which account for 50% of our portfolio, and we've been also very active in the region and in Tunisia. The concerns that we usually address, where we tailor our projects, are related to some of the things we're already addressed. One is concerns about transfer restrictions, basically the ability for an investor, or sponsor, or lender to repatriate funds, service loans in foreign exchange. So that's one of the risks that we cover. The second risk relates directly to PPPs, which is called breach of contract. We basically cover the contractual agreement that is underlying a PPP structure between a public and private entity, and usually involves some level of support
from the government, but where MIGA takes on the risk so it does not become a contingent liability for the government. So the benefit there is for the government, it's an off-balance sheet transaction. For the investor, it's an early indication that there's risk mitigation, so he can take it back to the lender and secure better terms of financing. The third type of risk that we cover relate to war and civil disturbance. In these days, it's mostly civil disturbance, temporary business interruption that we cover. So we make sure investments can go forward even if there's any disruption. And then the last one is the traditional coverage of expropriation, where you basically have either now or in the future undertakings by the government that have an expropriatory impact. So these are the four types of risks that MIGA provides. We provide these coverages to the investor. So our dealings primarily are with the project sponsors or with the investors. At the same time, particularly in the case of PPPs, we early on speak to the government about priority projects. We speak about the economics of these projects because as a development finance institution, we need to make sure there's significant development impact and other standards are fulfilled. And it also offers the ability to early on factor into the procurement or the structuring of the projects risk mitigation, which can significantly reduce the cost of financing, both for the public side as well as for the investor. So I'll leave it at this and then for questions. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, il nous reste 20 minutes exactement. Nous allons donc donner la parole donc, à l'audience. S'il vous plaît, donc, vous pouvez poser votre question. Vous présentez d'abord et vous dites à quel panéliste vous orientez votre question. Nous allons commencer par vous, monsieur. Je suis Luciano Borin, je suis collaborateur de Jamel Bellage et je gère les opérations des nouveaux fonds de développement régional que la CDC a mis en place. Et avant ça, j'étais directeur du secteur privé à la BAD et encore avant à la SFI. Dans ces institutions, on a fait beaucoup d'expériences positives et négatives dans les domaines de PPP. Et je voudrais seulement, dans 2 minutes, mentionner seulement des leçons d'expérience que je pense sont importantes. Monsieur Jaloul a dit une chose avant très importante, c'est-à-dire c'est un partenariat 3 la PPP, parce que très souvent, effectivement, on oublie d'engager le secteur financier dans la formulation des contre-désagréments des partenariats dans les PPP. Ça, effectivement, c'est une responsabilité, pas trop de l'investisseur, c'est une responsabilité de l'État et du gouvernement, et donc, encore une fois, de la cellule PPP. Effectivement, on s'est trouvé dans plusieurs cas. Récemment, j'ai eu un cas en Moyen-Orient où, effectivement, on a dû jeter 2 ans de travail dans un tender international pour le fait que, très simplement, le contrat d'agrément n'était pas bancable. Donc, la question clé est, on doit avoir une unité PPP professionnelle. C'est naturellement, on peut discuter où doit être placé, mais je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il doit avoir une capacité de coordination, parce que beaucoup de projets impliquent beaucoup de ministères. Mais je voudrais mentionner la nécessité qu'il y a une capacité technique à animer cette unité. Et la capacité technique, pas seulement de la côté ingénierie. Idéalement et nécessairement, l'unité PPP doit être capable d'étudier à la vente la rentabilité économique des dossiers de PPP qui après va transformer dans des tenders. C'est-à-dire que toutes ces actions ne peuvent pas être seulement une action gérée par une unité capable de, disons, traiter les aspects juridiques légaux. J'ai besoin de personnes qui soient capables d'étudier techniquement une idée, la formuler, donc partir effectivement de la conception de l'idée. Donc on a besoin d'expérience et de qualités spécifiques. Et j'ai besoin d'économistes et d'experts financiers dans l'unité pour étudier la rentabilité de l'affaire encore avant de le publier.
L'autre aspect, et ça c'est un thème crucial, je suis sûr que beaucoup de mes collègues ici l'ont déjà rencontré, si moi je dois attendre qu'une unité PPP d'un gouvernement, d'un pays, va décider de faire un projet dans certains secteurs, peut-être qu'on perde aussi des occasions où il y a des urgences, des priorités qu'on ne peut pas adresser. Donc, quelle est votre expérience, votre position? C'est une question pour le panel, dites-vous. Pour tout le monde, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet. Un, sur la question de l'acceptabilité de faire des projets PPP gré à gré dans des cas d'urgence, surtout dans des cas d'urgence. Deuxièmement, l'acceptabilité pour l'État de donner des garanties partielles pour faire développer certains types de PPP. C'est évident et on a toute l'expérience pour dire qu'une garantie partielle accélère l'intérêt des secteurs privés d'un projet PPP. Dans certains cas, il n'est pas permis ou il ne doit pas être permis, il n'est pas nécessaire en tout cas. Dans certains autres cas, est nécessaire. Alors, je voudrais savoir s'il y a une philosophie déjà développée à ce sujet ici en Tunisie. D'accord, ok. Bah, nous allons prendre deux autres questions et je vais vous donner la parole justement pour répondre à ça. S'il vous plaît, monsieur. Et il y a un autre micro. Ah, c'est mieux. Oui. Bon. Je remercie tous les intervenants. Je m'appelle Adnan Chea. Et puis, vous avez des projets que vous avez présentés et on aime bien savoir, est-ce que vous les avez présentés, vous cherchez un financement? Si vous cherchez un financement, est-ce que si on a le financement, vous allez faire des appels d'offres? Et si vous allez faire des appels d'offres, est-ce que ça va prendre tout le temps? Parce que nous, comme je le dis tous les jours, on a participé à 3 appels d'offres qui n'ont jamais vu le jour et pas mal d'appels d'offres où il y a des questions pièges. Alors, moi, ce que j'aime, c'est si vraiment l'État est intéressé par trouver des financements, ces sociétés-là, c'est des sociétés de renommée, ils sont connus sur le plan mondial, ils ont des références partout dans le monde. Donc, qu'on négocie, nous, on est intéressé, par exemple, par la ligne ferroviaire Tunis-Gasserine, tout de suite. Et d'ailleurs, je vous ai même parlé auparavant et aux anciens ministres qui étaient vos précédents. Donc si l'État a vraiment c'est-à-dire fait ce qu'il faut, fait un constat sur cette ligne ferroviaire, on est prêt à collaborer, à ramener tout le financement et entre parenthèses, n'oublie pas que l'Exim Bank a que la Tunisie n'a jamais utilisé. Et c'est malheureux pour ça, d'ailleurs. Donc, nous, on est vraiment intéressés. Hein. On est intéressés et séance tenante. Hein. C'est bon. Merci beaucoup. Je pense que votre question est claire. Donc, et monsieur le secrétaire d'État, je crois qu'il est en position de vous répondre. On va prendre les deux. D'accord, ok. Très bien. J'ai vu votre réaction. Allez-y, monsieur, allez-y. Monsieur au milieu, oui. Vous. Tout le monde, bonjour Sinourdine et merci à tout le panel. J'aimerais faire quelques observations et ensuite on arrive... Ah, pardon, Mohamed Bouaoun. J'ai créé une société qui s'appelle Vertical and Horizontal Partnership il y a une dizaine d'années et qui va me permettre de parler du partenariat d'une manière générale et donc de la composante partenariat dans les PPP. D'abord, merci à tous les intervenants, mais j'aimerais bien faire 2 ou 3 observations avant de poser ma question. Premièrement, qu'on ne nous dise pas que les PPP, c'est un concept nouveau en Tunisie. En fait, je crois avoir entendu pas mal de personnes parler des PPP il y a plus d'une dizaine d'années. Et je crois même qu'il y a quelques projets en PPP qui se sont faits en Tunisie, premièrement. Deuxièmement, qui dit partenariat public-privé ou partenariat, à la base, fondamentalement, il y a le concept de confiance. Or, à moins que je ne sois pas tunisien, je crois que la conséquence de plusieurs décennies de développement économique, il y a tout sauf une confiance entre le secteur public et le secteur privé. J'entends souvent certaines personnes parler de boulis ou cercle. Deuxièmement, au jour d'aujourd'hui,
je crois que le concept et le cadrage de ce panel est exceptionnellement intéressant dans le prolongement de la dynamique de la transition politique et de la transition démocratique. Donc, il est bel et bien question de l'offre régionale et les PPP. Maintenant, si réellement on part de l'affirmation suivante que je fais, c'est que pendant plusieurs décennies en Tunisie, on a importé des concepts et on a confié à certains juristes le droit comparatif et ensuite, quelque part, on a imbriqué plusieurs obstacles et plusieurs challenges dans l'écosystème juridique qui ont entraîné tout ce que nous avons connu ces dernières années. J'ai bien peur que ce qu'il est en train de se faire, il imbrique également ce genre de choses. Maintenant, je fais confiance au cabinet actuel du gouvernement qui a parlé hier d'une guillotine pour nous débarrasser d'un certain nombre de dans notre écosystème. Ma question... Si vous pouvez écourter, allez à la question directement. J'y suis. À tous les experts dans le panel, il y a le concept du business model inhérent au PPP en question. Dans ces business models que nous allons plébisciter, et en prenant en compte la jurisprudence de plus de 40 ans de PPP à travers la planète, comment peut-on faire en sorte qu'on fasse qu'on assure la promotion de PPP qui cadre parfaitement avec la thèse, l'offre régionale et les PPP. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Non, on va prendre juste les deux derniers, donc, et après, on reviendra vers vous, madame. Merci, monsieur le modérateur. Je m'appelle Faisal Azhar, je suis avocat conseil. Monsieur, dame... S'il vous plaît, vous avez 3 ou 4 phrases uniquement. Voilà. Je vais directement à la question, monsieur le secrétaire d'État. L'État qu'a-t-il préparé? Parce qu'on a bien compris la leçon. C'est une question de changement de mentalité, et de pédagogie, comme l'a bien dit monsieur. L'État qu'a-t-il fait ou qu'est-ce qu'il est en train de faire pour préparer en matière de formation et de enseignement supérieur, et surtout pour la formation continue pour les professionnels dont je fais partie. Merci. Voilà, donc on va passer donc aux réponses. Donc, on va commencer par monsieur le secrétaire d'État. Vous avez 3 questions, si vous voudrez bien répondre. Et après, je passerai la parole à monsieur Ayed. Donc d'abord, pour faire quelques commentaires sur les différentes présentations qui ont donc été effectuées. D'abord, c'est vrai que nous sommes actuellement dans un chantier, la Tunisie est dans un chantier de réforme. On est en train donc de faire le diagnostic d'abord de tout ce qui existe. Vous savez qu'il y a maintenant le dialogue économique. On a impliqué pratiquement toutes les composantes de notre société, universités, experts, associations, patronat, secteur privé. Et si on a engagé tous ces chantiers, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a donc beaucoup de failles et j'ai bien dit dans mon intervention qu'on n'est pas parvenu, j'ai dit on a fait 5% de croissance, mais on n'est pas parvenu à atteindre nos objectifs, donc particulièrement dans le développement régional. Et si je dis développement régional ou bien infrastructure, c'est-à-dire qu'aussi le PPP n'a pas été utilisé donc d'une manière, je pense, efficace. Et on a, à part 2 projets qu'on a et que tout le monde connaît, c'est la centrale, donc c'est la centrale électrique de Dorades et c'est le port. Donc plutôt l'aéroport avec TAV. Donc il y a ces 2 projets qui ont pratiquement réussi. Donc pour le moment, on a préparé, et donc ça a bien commencé avec le gouvernement, ou bien les gouvernements qui donc, nous ont donc, procédé, mais en fait c'est avec l'administration et avec le secteur privé. On a proposé un texte sur la loi des PPP à l'Assemblée nationale constituante. Actuellement, c'est en train de poser un grand débat. S'il n'est pas passé à l'Assemblée, c'est parce qu'il y a plusieurs avis. Donc nous sommes actuellement dans une phase là où on voudrait bien valider, prendre notre temps parfois, valider, malaxer pour essayer d'arriver et de proposer quelque chose qui donc soit viable. Donc maintenant, pour les tracasseries administratives, donc certainement on a toujours expliqué le retard des projets par des difficultés administratives. Moi, je pense qu'il n'y a pas que les difficultés administratives. Bien sûr, il y a les difficultés administratives. Il y a des textes, parfois, qu'on est en train de voir pour essayer de changer. Il y a parfois aussi la manière de prendre les projets. C'est Aziz, il a parlé de problèmes fonciers. Si on identifie un projet dans une zone, sur un terrain qui n'est pas assaini dès le départ,
il est certain qu'on va rencontrer des problèmes donc, fonciers. Et on est en train de voir donc, ces problèmes partout. Il y a des gens qui, qui peut-être choisissent des terrains sur carte avec donc et il vient dire maintenant il faut nous donner donc le certificat de propriété, il faut donc nous apporter l'infrastructure, il faut donc voir l'environnement. Moi je dirais qu'on est dans ce cadre-là, dans une étape moins 10 du projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas déjà arrivé au point zéro du projet. Donc c'est pour cela que moi je pense ce qui est nécessaire actuellement, c'est de revoir notre plan d'aménagement. Il faut vraiment dégager donc, des sites pour pouvoir abriter des projets. Et de là, il faut aussi identifier les projets bancables. Vous avez bien parlé qu'il faut une donc, structure dédiée qui étudie les sites, la rentabilité, la faisabilité. Je suis conscient que c'est vraiment nécessaire. Et je peux vous dire qu'actuellement, on est en train de dire qu'on est en train de réaliser 20 ou bien 30% des projets qui sont inscrits, même dans les régions. Bien sûr, parce que les projets inscrits n'étaient pas préparés. Donc, ce qui nous manque, c'est vraiment l'étude. Donc, c'est pour cela que maintenant, on essaie de mettre en place des structures d'études. On a bien compris qu'il faut le PPP, pas uniquement dans les projets, mais même aussi dans les structures. Parce qu'une structure, actuellement, qui travaille uniquement au sein de l'administration, avec l'état de l'administration qu'on connaît actuellement, mais sur le plan, même sur le plan socio-professionnel, moi je peux vous dire donc d'aider maintenant, et je peux vous assurer que si Jamel était dans l'administration, maintenant il est donc dans une banque. Si Jalloul, il a bien connu l'administration en étant ministre, donc il y a aussi une réforme administrative qu'il faut engager en même temps. Donc nous sommes en train d'essayer d'identifier donc nos difficultés. Nous avons une approche qui va avec deux vitesses. D'abord, prendre des mesures urgentes pour essayer de donner des messages positifs, entamer des projets. C'est pour cela qu'on a essayé d'identifier quels sont les projets qui sont bloqués et qu'on peut, avec une aide donc, administrative ou bien avec un encadrement, donc commencer. Donc ce qui est certain, c'est que notre gouvernement travaille pour effectivement donner un coup de pouce à ces projets. Mais aussi, on est en train peut-être de réfléchir sur une vision courte, donc à moyen terme, sur une stratégie pour essayer donc d'avancer. Pour le PPP, moi je dirais que la loi à elle seule n'est pas seule. Vous avez bien parlé de régime de change. Vous avez bien parlé du système financier. Cézaloul a dit qu'il y a donc 3 parties. C'est vrai, donc vous savez très bien que nous avons un grand projet de réforme bancaire. Un projet, bien sûr, quand on dit donc réforme bancaire, système donc financier et même, je dirais, système fiscal, donc tout ça ne peut que favoriser donc l'investissement dans les PPP. Moi, ce que j'ai voulu présenter et ce que je n'ai pas entendu, parce que nous avons dû offre régionale, j'ai voulu montrer aussi que nous avons besoin de projets d'infrastructures dans les régions. Et ça, c'est un potentiel. C'est-à-dire que nous avons identifié beaucoup de secteurs là où, ensemble, nous devons donc utiliser les mécanismes qui sont en place, essayer donc d'apporter certaines améliorations, bien sûr avec le concours de tout le monde, et on est bien donc intéressé à entendre si Jamel, si Aziz, si Jalloul et tout ça, pour essayer de mettre en place les meilleurs mécanismes pour justement réaliser nos priorités, parce que le développement régional pour nous, c'est une priorité, et si on ne développe pas les régions, si on ne crée pas des emplois dans les régions, même si on réussit dans le processus politique, ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour cela que ce gouvernement-là, et je pense toutes les composantes de notre société, doivent mettre le focus sur la réalisation des projets dans les régions et bien sûr dans le pays d'une manière générale. Moi je pense que nous avons parmi nous des bailleurs de fonds qui nous ont toujours aidés, qui étaient avec nous. Nous avons des investisseurs privés qui sont intéressés par ces projets. Nous sommes prêts à les encadrer, nous sommes prêts à faire bouger des montagnes, si Mohamed a parlé de guillotine, effectivement ça a commencé. On a identifié des procédures qui vont être éliminées donc tout de suite, d'autres qui vont être donc simplifiées, et ce n'est qu'ensemble qu'on peut donc s'améliorer et avancer. Voilà, merci comme une première réaction. Merci beaucoup, c'est écrit. Donc vous allez intercéder auprès des organisateurs pour nous permettre de déborder légèrement sur le timing, parce qu'on est à 5 minutes de la fin. Je vais donner la parole d'abord donc à M. Jalloul Ayed. Vous avez beaucoup de questions qui vous sont adressées. D'abord, le PPP de gré à gré qui vient d'être mentionné, cité par monsieur, dans les situations d'urgence.
l'unité professionnelle. Vous avez parlé aussi, donc, on a parlé aussi de la stabilité du cadre réglementaire. J'aimerais bien que vous dites un mot là-dessus. Le PPP social et le PPP au milieu rural. Et tout cela dans 3 minutes. Il faut un miracle pour ça. La première recommandation, c'est d'initier un programme de formation express à nos chers députés pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que le PPP et qu'ils puissent approuver la loi qui est en attente depuis plus d'1 an et demi. Effectivement, il est très difficile pour quelqu'un d'approuver quelque chose s'il ne la comprend pas. Donc un programme de formation de nos députés, je pense, c'est quelque chose d'absolument indispensable. سمعتوني ولا؟ كلمة بسرعة. Il faut former nos députés pour qu'ils puissent approuver la loi rapidement. Ça, c'est la première recommandation. Une formation express. Alors, pour répondre à votre question concernant donc les 2 questions que vous avez posées, 3 questions. Le projet de loi prévoit une certaine flexibilité pour ce qui est de contrat de gré à gré, sous certaines conditions. Il faudrait que ce soit approuvé par décret. Il prévoit aussi une procédure accélérée, fast track, pour des projets de PPP qui ne présentent pas une complexité énorme ou qui n'ont pas besoin de financement très important. Donc ça aussi, c'est prévu dans la loi, ce qui prouve que la loi est bien réfléchie. Entre parenthèses, ce que nous avons fait, c'est très simple. Ce n'est pas la peine de recréer la roue, enfin la roue, oui, c'est ça. On a posé la question de savoir quels étaient les 2 cadres réglementaires qui étaient les plus intéressants dans la région. On nous a dit c'est en Égypte et en Jordanie, et on a tout simplement étudié les cadres réglementaires dans ces 2 pays pour s'en inspirer. Je ne suis pas l'auteur de la loi qui est à l'étude aujourd'hui à l'Assemblée constituante, mais je pense qu'elle a été largement inspirée par des exemples, par ces 2 exemples que je viens de citer. Concernant la question de garantie de l'État, comme dans n'importe quelle structuration où il y a des risques, les risques, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent être partagés. Alors comment partager ces risques et qui doit prendre quel risque? C'est vraiment ça, en fait, la structuration d'un PPP. Il est tout à fait permis que l'État peut décider pour des risques que le privé ne peut pas ou n'est pas en mesure de prendre, de proposer ce qu'on appelle des credit enhancements, soit sous forme par exemple, l'État peut prendre les échéances lointaines dans une structure de financement, plus de 10 ans ou plus de 15 ans. L'État peut effectivement donner une garantie pour des risques qui ne peuvent pas être supportés par le privé, mais ceci ne peut pas être inclus dans une loi. Ça fait partie d'une discussion ou d'une négociation entre l'opérateur public et l'opérateur privé. Et c'est généralement des considérations qui peuvent être prévues dans un cadre juridique qui encadrerait donc les opérations de PPP. Pour ce qui est du PPP social, on a vraiment besoin, monsieur le modérateur, d'une séance entière de cela. En 2 mots, le PPP social, c'est un PPP qui a pour objectif de servir une activité sociale, c'est-à-dire qui a pour objectif c'est-à-dire qui n'est pas financier ou bien économique dans un sens stricto sensu, mais qui est plutôt social. On inclut là-dedans tout ce qui est projet de santé, des projets pour aider les handicapés. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'une des meilleures évolutions qu'on a vues dans notre pays, c'est l'émergence de la société civile. Donc, quand on a parlé de PPP jusqu'à maintenant, on a parlé d'acteurs, on a dit un acteur public ou privé, mais dans un cadre économique et financier. Mais on n'a pas parlé d'acteurs sociaux. Et c'est vraiment ça. Moi, je suis convaincu, personnellement, que si on devait allouer une toute petite partie du budget qui est alloué aux activités sociales à la société civile, c'est-à-dire aux associations, on pourrait créer beaucoup plus de valeur pour la société. Et ça a été prouvé. Hein. Ça a été prouvé dans d'autres pays, et on parle vraiment de ça. C'est-à-dire les opérateurs sociaux, et on en a des milliers en Tunisie, aujourd'hui leur plus grand problème, c'est un problème de financement. Et donc le PPP social, c'est tout simplement
une structure tripartite où il y a le gouvernement, l'État, c'est-à-dire administration centrale ou bien collectivité locale, un opérateur privé et une association. Un opérateur, c'est-à-dire un investisseur privé et une association. Le cas d'exemple, par exemple, c'est un dispensaire ou un hôpital en milieu rural. Ça, c'est un exemple typique. Ou bien aider les associations qui aident les enfants handicapés. Ça aussi, c'est un autre exemple. Ça ne veut pas dire, et là je reviens à la remarque du monsieur tout à l'heure, que c'est quelque chose de nouveau. L'État, aujourd'hui, alloue des petits montants à ces associations, mais c'est très faible. Et ce n'est pas structuré sous forme d'un vrai partenariat. Alors justement, c'est exactement de la même manière que dans le PPP normal, c'est-à-dire que c'est des négociations qu'il faudrait mener, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très récent, réellement, pas seulement en Tunisie, mais un peu partout dans le monde. Il y a des pays qui ont vraiment excellé dans cela. L'exemple du Canada, par exemple, est assez édifiant à ce sujet. Donc un mot sur le PPP en milieu rural, c'est évidemment très important. C'est très important que, comme monsieur le secrétaire d'État vient de le dire, c'est la priorité des priorités, parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des raisons que notre pays a connu une révolution, c'est justement le fait qu'on a délaissé un peu ces régions de l'intérieur. Il faudrait aujourd'hui qu'on mette les bouchées doubles pour leur donner les conditions d'une vie digne, okay, et qu'ils se sentent réellement comme faisant partie de la société d'une manière générale, d'un pays. Okay. Pour cela, il faudrait que nous puissions leur fournir les infrastructures, les facilités, les services que leurs concitoyens en milieu urbain, surtout dans les régions côtières, ont aujourd'hui. Et pour cela, généralement, pour pouvoir réussir un PPP en milieu rural, on parle généralement de 3 connectivités nécessaires. La première connectivité, c'est la connectivité physique, c'est-à-dire les routes, l'électricité, l'eau, etc. Donc la connectivité physique. Deuxièmement, c'est la connectivité des télécommunications qui est absolument nécessaire. Et la troisième, dont on ne parle pas souvent, c'est la connectivité de connaissances, knowledge connectivity, qui est aussi tout aussi importante. Alors, le vrai dilemme ou le vrai défi, c'est de pouvoir synchroniser entre les 3. Par exemple, vous construisez une route en milieu rural et vous attendez 2 ans pour mettre, c'est-à-dire pour installer la grille là, pour l'électrification rurale, et ben dans 2 ans ou bien 3 ans, la route se trouve dans un état délabré et évidemment l'efficience tombe. Donc cette synchronisation aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est des projets qui sont généralement intégrés, qu'il faudrait assurer, et le PPP peut permettre cela. Une route en milieu rural ne peut être financée que par l'État, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une route puisse faire l'objet d'une transaction financière, n'est-ce pas? Mais l'électricité, les télécoms, le knowledge connectivity, ça peut faire l'objet de transactions de PPP. Voilà donc très rapidement ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que vous avez pris la parole. Voilà, allez-y. Donc vous avez la parole et puis je donne la parole à Sihatm. Et je ne vous ai pas oublié, madame. Oui. Je reviendrai vers vous. Juste un mot. Par rapport à la CDC. Juste une minute, s'il vous plaît. Oui, juste maximum 2 minutes. Par rapport à la CDC pourrait être l'acteur numéro 1 du PP en Tunisie. Et cela pour 2 principales raisons. La première principale raison, elle peut être la contrepartie des investisseurs. Et elle est la contreface de l'État, de l'administration. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, dans la salle, il y a au moins 3 partenaires de la CDC. Nous sommes de la technopole de Sfax. Et nous avançons. On est en train de... Il vient, Najib, il est là. Nous serons de la technopole de Sousse. On est en train de négocier cela. Nous sommes... c'est Mohamed, il a intervenu tout à l'heure. Mais nous serons aussi dans un projet régional à Béja. On est... à travers la CDC Gestion, on a signé des conventions de partenariat avec tous les acteurs, notamment SICA régional, pour pouvoir financer des projets en commun. Donc la CDC est aujourd'hui un cadre approprié pour faire éclore un certain nombre de projets. Et Noureddine le sait très bien, dans le cadre d'un projet à problème, la CDC a apporté son expertise dans le projet JAL, avec toute la problématique. Nous disposons de ressources et d'expertise qui pourront aider à la réalisation du projet. Et c'est ce que nous demandons à ce que les autorités prennent en considération cette capacité pour pouvoir faire réaliser des projets. Bien sûr, nous regardons d'autres projets. Nous sommes dans le projet
Khbayet à Gabès, nous sommes dans un projet d'eau thermale à Gafsa, nous sommes dans le projet touristique de Tabarka. Il y a un certain nombre de projets sur lesquels. Mais ce que nous demandons, c'est que l'État donne plus de possibilités, de moyens à la CDC pour qu'elle joue son rôle pleinement. Et c'est dans ce sens-là que aujourd'hui, le PPP est une source et un levier de financement pour la réalisation de grands projets, à condition que le rôle de chaque partie soit bien défini. Nous, en tant que CDC, on est un investisseur public, mais nous est basé sur une rentabilité et la viabilité économique du projet. L'État peut aider à la réalisation du projet en assurant une partie du risque, notamment sur les grands projets de services publics. On est dans des secteurs innovants. On est dans les hôpitaux privés. Nous négocions avec des Portugais la réalisation d'un hôpital privé. Et je crois que l'idée est que la CDC puisse donner des idées de projets. Je termine. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la CDC peut être un outil de PPP pour l'État. Merci beaucoup. Mais juste une minute, s'il vous plaît. Une minute. Non, moi, je voulais juste revenir à la question de monsieur. Les lois sur les PPP, ce n'est pas nécessaire. Je connais pas mal de pays qui font des PPP sans avoir des lois sur le PPP. Donc, en attendant que l'Assemblée nationale approuve, on peut très bien faire. Et personnellement, j'étais impliqué dans pas mal... impliqué dans pas mal de PPP en Europe centrale et de l'Est, où il n'y avait pas des lois PPP. Il fallait juste interpréter les lois sur la privatisation et trouver un cheminement qui permet au PPP de se réaliser. Les questions sur le partage des risques, tout se négocie. Hein, tous les risques se négocient, comme disait M. Hayet. On ne peut pas mettre ça dans une loi, mais par contre, dans le cadre d'un contrat donné, on peut tout négocier. Souvent, l'État, par exemple, pour des projets pour lesquels il y a un fort risque commercial, l'État garantit un minimum de revenus, par exemple au secteur privé, contre un partage au niveau du... si les revenus dépassent un certain montant. Donc tout est possible dans un PPP. Maintenant, la question de confiance entre partenaires. Il n'y a pas de confiance. Hein. Il y a des intérêts communs, mais il n'y a pas de confiance. Il y a un contrat. Il faut bien lire son contrat. Et tout se négocie pendant le contrat. Ça peut prendre même une année, des fois, la négociation de projets de PPP, parce que c'est un engagement sur une vingtaine d'années. Et dans ce cadre, il y a deux types de lois. Il y a les lois un petit peu, les civil law et les common law. Les lois, grosso modo, civiles, un peu le modèle français, si vous voulez, pour nous, un petit peu, c'est-à-dire rien n'est possible sauf si c'est permis par la loi. Et donc ça entraîne des lois très minces, mais des contrats énormes contre les lois common law, donc anglophones, où tout est permis, sauf si c'est indiqué dans la loi comme non permis. Et donc de là, ça passe. Donc tout ça, c'est important. Maintenant, pour l'aspect formation, voilà, on peut envisager des masters de formation en PPP de nos ingénieurs, de nos financiers. En Tunisie, ça existe. Dans les autres pays, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas le cas en Tunisie. Et pour l'Assemblée nationale, s'ils ne comprennent pas les PPP, ils n'ont qu'à faire confiance à des experts indépendants. Et ça se passe dans tous les parlements du monde. Hein. Quand on ne sait pas juger, on prend un expert qui rend un travail à l'Assemblée pour l'aider à juger. Maintenant, si vous permettez, pour la question de la Chine, et je pense que c'est un très bon exemple parce que la Chine aujourd'hui est très intéressée par les ressources naturelles. Il y a une forte capacité à générer d'énormes capitaux. Et dans beaucoup de pays, par exemple de l'Afrique, il y a un grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à générer des capitaux pour construire l'infrastructure et qui permettrait en principe d'exploiter ces ressources naturelles. Il reste bloqué dans ce cercle vicieux. Et l'idée, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le nouveau concept de Resource Corridor, et je pense que c'est le concept pour le futur, où le secteur privé, il vient, il exploite, il construit le port, le chemin de fer, la centrale électrique pour exploiter la mine, et puis il a une concession d'exploitation pendant les vingtaines d'années. Voilà. Merci beaucoup. Madame, je vous ai promis de prendre la parole. Si vous pouvez dire ce que vous avez à dire en 3 phrases, vous prenez la parole. Non. Uniquement 3 phrases, s'il vous plaît. Quel challenge. Écoutez, je vais essayer de le relever. Donc, Sophie Pignon, avocate, cabinet Bird & Bird d'Aklaoui. Donc nous on travaille beaucoup en PPP, on a énormément travaillé en France, donc on a un gros retour d'expérience et en ce moment on travaille pour l'ONAS sur les contrats d'assainissement pour aller dans une orientation PPP. J'avais 3 petites questions. La première, c'est pour rebondir sur l'intervention de monsieur, c'est est-ce que
Est-ce que vous pouvez... Oui. Je fais rien. Est-ce que le projet de loi prévoit ce qu'on appelle l'offre spontanée, c'est-à-dire la possibilité à une entreprise d'arriver avec une offre totalement structurée et packagée avec le financement, qui pourrait permettre de débloquer certains projets, qui permettent d'avoir un attrait du privé? Deuxième question, la loi PPP, je suppose... Arbre le micro, s'il vous plaît. Voilà. Le projet de loi est plutôt sur des PPP de risque disponibilité parce que la Tunisie est déjà dotée d'une concession qui est plutôt en risque trafic. Est-ce qu'il y a aussi un projet de refonte ou de révision de cette loi concession? Et troisième question, on parle beaucoup d'offres régionales. Quelle est la part des régions, des collectivités dans le processus PPP? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je crois que vous aurez les réponses lors d'une prochaine rencontre, j'espère. Bon, on peut pas répondre à toutes. Je pense que donc il est l'heure, donc nous devons passer. Il y a une autre activité. Donc je vous remercie tous et je vous prie d'applaudir les panélistes. Merci beaucoup. Pour les certificats, s'il vous plaît.